Bonjour chers amis, bonjour chers clients, bonjour chers confrères, chers investisseurs. Et ben voilà, c'est la dernière de l'année. On va parler volatilité, on va parler de notre certificat. C'est quand même un sujet assez technique, c'est un sujet passionnant, c'est un sujet non traité. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, maintenant qu'on a lancé un produit, c'est bien beau de parler de stratégie. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui a plus de 10 ans de recul. Mais maintenant qu'il y a le produit, bah, il faut s'assurer que le produit fonctionne comme la stratégie. J'ai de bonnes nouvelles à vous partager. Donc, on va pouvoir basculer sur la présentation. On va parler de deux choses. La stratégie volatilité, son fonctionnement en particulier, et son certificat, le produit qui a été lancé sur la base de cette stratégie au mois de juin dernier, toute fin juin. Donc commençons par la stratégie. Cette idée est venue en 2015 parce que je voulais trouver une source de performance qui ne soit pas les actions, mais qui soit au moins aussi performante que les actions, qui soit relativement décorrélée des actions, et une gestion qui ne s'appuie pas, comme d'autres, sur une vision macroéconomique ou technique des marchés financiers. Alors, la matière première de cette stratégie, c'est la volatilité. Elle s'appelle volatilité non pas parce qu'elle est volatile, mais parce qu'elle s'appuie sur une classe d'actifs qui est la volatilité implicite, son petit nom VIX, Volatility Index, qui a été inventé en 93, qui était à l'époque basé sur le S&P 100, et parce qu'il y avait besoin, suite au crack de 1987, certains universitaires ont cherché un indicateur pouvant mesurer le risque. Et à partir des options listées, vous savez, les call et les puts, il y a intégré dans leur prix la volatilité estimée, attendue. Donc, ils ont tiré du prix des options cette volatilité implicite qui n'est pas un actif. D'accord? C'est une mesure du risque, une mesure mathématique du risque. En 2008, cet indice devient une star puisqu'il explose, il monte à ses plus hauts, à près de 100 à l'époque de la crise de Lehman. Et en 2009, aux États-Unis en particulier, des promoteurs lancent les premiers ETF indexés au VIX. C'est une classe d'actifs qui est liquide. Il y a plus d'1 million de contrats qui se traitent par jour sur les différentes maturités du VIX. Le VIX a 3 caractéristiques. Les cococo, c'est un indice, un indicateur qui corrige, c'est-à-dire qui revient toujours autour de sa moyenne, qui se situe, on va dire, entre 15 et 25. Ensuite, il est convexe. Ça veut dire que les phases de hausse sont bien plus violentes et beaucoup plus rapides que les phases de baisse. C'est un élément important dont il faut tenir compte et dont on tient compte dans notre stratégie. Et puis, c'est un indice à terme qui a des maturités. Il y a la volatilité à 1 mois, la volatilité à 2 mois, 3 mois, etc., etc. Donc, vous voyez que la courbe est croissante. On appelle ça une courbe en contango. Et c'est le cas 85% du temps. On y reviendra. À partir de ce VIX, on peut mettre en place 2 stratégies que j'appelle pures, soit de se protéger, soit de faire du portage. Je vous parle de la protection pour des raisons strictement pédagogiques. Ce n'est pas l'objet de la stratégie et du certificat. L'objet de la stratégie du certificat, c'est de faire du portage. Les journalistes n'ont pas appelé l'indice de la peur pour rien. C'est un indice qui progresse à chaque décrochage des marchés. J'ai pris l'exemple de la crise du Covid. Donc ici, on est en 2020. Tout est basé à 100. Hein. Donc vous voyez le S&P 500 qui va quasiment, oui, un peu plus que 70. Donc ici, on est à moins 30%. Et vous voyez l'envolée du VIX qui va jusqu'à 560%. Mais c'est un ETF, évidemment, long VIX. Et alors, on peut faire 2 constats. C'est que, le suivi est loin d'être parfait. OK? Donc, déjà, première leçon qu'on peut partager, c'est il n'existe pas de produit pour répliquer le VIX. Mais néanmoins, il y a quand même sur une période relativement courte, donc
3 semaines, une tendance, on peut dire, similaire. Et donc là, vous avez pu vous protéger, vous avez acheté votre ETF VIX, vous avez des amis chinois qui vous ont appelé qu'il y avait une fuite à yuan et que le Covid arrivait en Europe. Très bien, vous cherchez à vous protéger, vous achetez votre ETF VIX et vous faites quasiment 400% de hausse. Donc, même si vous en mettez un petit peu dans votre portefeuille, bon, bah, ça limite les dégâts des moins 30 du S&P 500. Parfait. Le problème de cette stratégie, c'est que votre ETF VIX, avec le temps, va s'éloigner de plus en plus du VIX, mais s'éloigner dans des proportions qui font froid dans le dos. Puisque je vous ai mis donc la base de départ à peu près la même en 2020, on voit bien l'envolée des deux, et vous voyez qu'après le VIX, bon, là encore, il retourne progressivement à sa moyenne, et puis après, il vit sa vie avec certaines phases de tension, parfait. Mais que dans le même temps, vous voyez que votre ETF VIX, il est parti en basse 100 et aujourd'hui, il est à peu près à 0. Alors évidemment, on n'est pas sur une échelle logarithmique, donc tout ça, ça paraît extrêmement plat. Bah, la réalité, c'est pas vraiment plat, mais tout de même, on est quasiment à 0. Ça veut dire que faire du buy and hold sur un ETF long VIX, c'est la garantie de l'échec. C'est la garantie de la banqueroute. Voilà. Cherchez un moyen de perdre de l'argent, exposez-vous au VIX et ne regardez plus. Donc, ce sont des outils qui sont vraiment des outils de court terme que je déconseille à tous les investisseurs privés et vraiment, ça se limite à certains professionnels. Donc, je viens de vous décrire ce qu'on ne fait pas. J'ai encore une slide pour vous dire pourquoi qui est important, pourquoi on ne le fait pas et pourquoi c'est la garantie de la banqueroute. Tout simplement, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la courbe à terme du VIX, elle est 85% du temps en contango. Ça veut dire que la maturité la plus proche est plus basse que la maturité un peu plus élevée, qui elle-même est plus basse que la maturité suivante, etc., etc. Et là, vous avez les écarts d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire quand vous comparez le 2 mois et le 1 mois, il y a 10% à peu près d'écart. Le 2 mois et le 3 mois, 7%, etc., etc. On le voit bien. En fait, pour ceux qui ont des souvenirs en maths, bah, c'est la pente de la courbe. Ça s'appelle la dérivée. Hein, vous vous souvenez, c'est des bons souvenirs pour moi. Quand vous êtes exposé à la première échéance du VIX, puisque au sein de alors, soit vous le faites vous-même avec des futurs. Bon, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous traitent les futurs, mais si vous achetez un ETF qui fait le travail en son sein, vous arrivez à l'échéance de décembre, bah, vous êtes obligé de vendre. Donc, vous vendez à 17,73 et puis, donc, ce qu'on appelle, vous relez votre position. Donc, vous vendez à 17,73 et puis vous achetez au même moment à 19,50. Donc, vous avez perdu l'écart entre les deux autour de 10%. Et c'est pour ça que la clé de notre stratégie, ce n'est pas la protection, c'est de faire du portage pour capter cet écart. Parce que nous, dans la stratégie, on ne vend pas ici pour acheter plus haut. En fait, quand on arrive à fin décembre, on est déjà vendeur de décembre. Donc, on achète ici et on revend là-haut. Ça veut dire que plutôt que de perdre cet écart-là, on le gagne. On gagne cet écart tous les mois. C'est ça du portage. C'est assez excitant comme stratégie. C'est pour ça que c'est la deuxième fois que j'en parle cette année. Parce que c'est une stratégie qui est vraiment structurelle, qui tire profit de cette courbe, qui est donc 85% du temps dans cette forme-là. Mais il y a aussi 15% du temps où elle n'est pas dans cette forme-là. Et là, je vous ai fait un graphe du rapport entre la deuxième mensualité du VIX et la première mensualité du VIX. Donc VX2 divisé par VX1. On retrouve qu'il y a 10% de pertes pour ceux qui sont longs VIX. Il y a 10% d'écart. Et que donc tant que la courbe est bleue et ne passe pas sous le 1, donc tant que VX2 est supérieur à VX1, bah, c'est une stratégie qui est très pertinente. Mais les phases où on passe sous 1, donc les 15% du temps, c'est une stratégie qui est à perte, donc dont on veut se protéger.
Mais ce qui est rassurant, c'est que ces périodes-là, sont rares, 15% du temps, et de courte durée. Puisque, je vous l'ai montré, les pics de volatilité, parce que, en fait, je reviens en arrière. Qu'est-ce qui se passe quand on a un pic de volatilité? C'est que cette courbe bleue va progresser, mais la partie courte va progresser plus rapidement que la partie plus longue. Donc la courbe va devenir comme ça. Donc ça, c'est défavorable à notre stratégie de portage, puisque l'écart entre les deux mensualités devient négative pour la stratégie de portage. Mais ça, donc, c'est 15% du temps. Et on va évidemment pas faire le dos rond en disant on va faire du buy and hold, parce que ces 15% du temps peuvent détruire beaucoup de performances. Donc, on va arbitrer. On a mis en place des indicateurs. Lorsque le contexte de volatilité se dégrade, on bascule sur une poche de protection. Et alors, on est assez binaire. Ça veut dire que c'est du 0-100. Soit on est 100% protection, soit on est 100% portage de volatilité. Que l'idée, elle date pas du mois de juin au moment du lancement du certificat, c'est que l'idée, elle date de 2015 et qu'on a pu mettre en œuvre cette stratégie pour un certain nombre de clients depuis cette époque-là, et que cette stratégie, elle a eu d'excellents résultats. Alors, il y a plusieurs choses sur ce graphique. La première chose, c'est qu'effectivement, la stratégie est lancée en 2015, mais qu'on a pu remonter jusqu'en 2012, tout simplement parce que avant 2012, les produits short volatilité n'existaient pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qu'on se rebase en 2015 ou qu'on se base à 100 en 2012, on fait bien mieux que le fameux MSCI World, représenté ici par le vénérable Amundi MSCI World ETF. Le deuxième constat, c'est que j'ai pris une période de start to date, donc depuis le lancement de la stratégie 2012. Un drawdown de 25%. Ça peut paraître beaucoup. En réalité, c'est tout à fait normal. Et notre MSCI World, lui, a un drawdown de moins 33%. Ça veut dire qu'on fait mieux avec moins de risque de baisse, moins de potentiel de baisse. Nos moins 25%, ils sont là. D'accord? C'est la baisse d'ici à là. Et ce qu'on peut dire également, je l'avais mis en mois de juin, mais là, je vous le dis oralement, c'est que ce qu'on appelle le time to recovery, il n'est pas très long. D'accord? Il a fallu attendre ici pour récupérer. Pour ceux vraiment qui ont investi. L'autre remarque qu'on peut faire, c'est que si on avait zoomé sur 2025, on serait aperçu que le lancement du certificat a eu lieu ici, et que même s'il peut avoir des écarts, ne serait-ce que parce que la stratégie ne supporte pas de frais, donc évidemment ça c'est la performance brute, on peut voir que ça a été une bonne période pour la stratégie, néanmoins qu'on n'a pas encore atteint les plus hauts. Autre remarque qu'on peut faire à la vue de ces chiffres, c'est que c'est du stop and go, ce qui est logique, puisque un coup on est risk on, un coup on est risk off. Hein. Donc on fait des années à plus 50, et puis des années où ça donne l'impression qu'on ne prend pas de risque ou qu'on détruit de la performance. Donc le certificat, voilà sa carte d'identité. Il a été structuré par nos amis de Kepler-Chevreux. Il a été émis par Natixis. Je vous rappelle quand même que la structure d'un certificat, comme la structure d'un produit structuré, c'est une dette appelée complexe. Donc, sa date de lancement va de 7 juin, mais si je me souviens bien, c'était un vendredi, donc en fait, c'était fin juin. La liquidité est quotidienne, donc vous pouvez entrer et sortir tous les jours. Alors, on vous envoie un reporting mensuel, et d'ailleurs, vous recevrez automatiquement après le webinaire un mail avec le reporting de fin novembre. Aujourd'hui, alors je parle des stratégies classiques de type prudent, équilibré, dynamique. Tous nos clients ont cette stratégie. Voilà, c'est simple, tous nos clients. Alors normalement, un assureur vie normalement constitué accepte le produit. La règle du commissariat aux assurances luxembourgeois, c'est vous êtes client A et B, vous pouvez aller jusqu'à 10%, C et D, vous pouvez aller jusqu'à 100%. De A à D, nous, comme on considère que c'est de la diversification, quand même, on ne dépasse jamais 10%. Frais de gestion et certificats, 1,5, 15% de surperformance, évidemment, high watermark. Il y a une chose intéressante,
c'est que c'est une stratégie qui est malgré tout relativement complexe. Et je vous ai expliqué qu'on a un indicateur quantitatif qui nous fait basculer de risk-on à risk-off, de risk-off à risk-on. Cet indicateur, on le publie dans... alors, on ne vous dit pas comment il est construit, mais on le publie dans le reporting et le voici. Donc, c'est clair. Il est vert, on est risk-on. Il est rouge, on est risk-off. Je vous déconseille, si le produit vous intéresse, de faire du market timing dessus. La gestion est faite dans le produit. Je trouve inadapté de chercher à le timer, à dire quand j'achète ou quand je vends. Et voilà un petit bout du reporting qui sont les performances mensuelles. Dès le départ, voilà, on a démarré avec 6% en juillet. Et effectivement, on a fait des bons mois ensuite. On arrive à plus 10, qui est supérieur à la performance du S&P 500, plus 10%. Là, vous avez une performance d'abord en euros, hein, ce qui était le cas des performances que je vous ai présentées avant. Hein, on est en euros. La deuxième chose, c'est que on fait mieux donc, que le S&P 500 en euros. Donc, on est très content de la perf. D'avoir des mois négatifs, c'est normal. Hein, le produit n'est pas construit pour essayer d'avoir des mois toujours positifs. On aurait pu calibrer le modèle pour ça, mais on ne ferait jamais des 6% tous les mois. Voilà les forces, vraiment, c'est quelque chose de différenciant. La gestion est systématique. Elle intègre une protection. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Ok, je prends des risques, mais quand je sors, non, on le fait pour vous et on le fait de manière nette et transparente. Et la performance annualisée brute du modèle, depuis 2015, on est à 18%. Bon, les risques, évidemment, si on a un choc ponctuel de type 2018-1987, la stratégie peut être en risque. La crise de 2018, la stratégie s'en est tout à fait bien tirée, mais c'est un risque. On est exposé au dollar. Quand on est risk on, on est 100% dollar. D'accord ? Maintenant, la volatilité de la stratégie est infiniment plus élevée que la volatilité du dollar. Donc, le dollar, il nous apporte une déviation qui n'est pas très importante. Premier point. Il faut pouvoir accepter des performances de type stop and go. Voilà, je vous ai montré, il y a des phases qui peuvent être décevantes et puis partir à la hausse très violemment. Donc, c'est à positionner en satellite du portefeuille. Il faut rester à long terme. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, je me suis posé la question, pour un conseiller financier, comment il pouvait traduire ce message à des clients qui sont peut-être moins techniques. Eh bien, en réalité, cette stratégie, c'est d'être comme un assureur face à un risque, un assureur de dommages divers et variés. Qu'est-ce qu'il fait ? Il encaisse des primes, d'accord ? Et il doit payer quand il y a des risques. Et quand il y a un risque systémique, évidemment, ça peut mettre en difficulté l'assureur. Donc, notre rôle, le but de cette stratégie, c'est d'encaisser les primes tant que tout va bien ou à peu près bien. Et puis, quand notre modèle détermine qu'il y a un risque important, hop, on arrête d'encaisser, très bien. Donc, c'est-à-dire, on protège la performance passée. Et quand on sent que le risque s'est normalisé, on y retourne, on réencaisse. Voilà, en d'autres termes plus généraux, comment on peut décrire la stratégie. Pour vous dire vraiment que la source de performance est vraiment structurelle. C'est important. N'hésitez pas, si vous appréciez ce qu'on dit, ou ce que je dis, ça nous aide. Une petite note sur Google, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà fait. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, mais voilà, ça nous aide bien noté sur Google. Je vais vous souhaiter, donc dans l'ordre chronologique, un Happy Hanouka, un joyeux Noël et une fin d'année merveilleuse. On se retrouve donc le 16 janvier pour parler de la stratégie de 2026. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos proches, bien sûr de votre portefeuille. Et si vous avez des questions, appelez-moi. Ciao, à bientôt.